Cet opus va marquer un tournant déterminant dans la licence Legend of Zelda. Il arrive pour célébrer le 25e anniversaire de la saga et affiche une ambition très claire. Faire plaisir aux fans de la première heure en proposant pour la première fois une véritable timeline de toutes les histoires de la licence. Skyward Sword se révèle ainsi comme le premier opus d'une grande saga, celui qui doit installer la genèse officielle d'Hyrule. Là où Ocarina of Time s'imposait initialement comme l'origine de la légende, Skyward Sword redistribue totalement les cartes. Mais il faut avouer qu'il ne l'a pas forcément fait de la meilleure manière. Je vous propose aujourd'hui qu'on s'attarde sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Comme à mon habitude, je ne vais pas me concentrer sur le gameplay, mais exclusivement sur l'histoire et l'écriture scénaristique, et en particulier sur l'importance de cet opus dans l'installation de cette chronologie officielle. Et qui dit Origin Story, dit forcément revenir aux piliers fondamentaux de la saga. L'élément central de cette réécriture concerne la princesse Zelda. Pour la première fois, elle ne se présente plus comme une princesse de sang royal, mais comme une simple habitante de Célesbourg, fille du maire du village. Un choix qui permet de conserver une hiérarchie sociale sans amoindrir l'importance du personnage. Mais cette apparence en simplicité est un leurre. Plus tard dans l'histoire, Zelda se révèle être la réincarnation de la déesse Hylia. Une déesse qui protégea autrefois les hommes et décida de les envoyer dans le ciel et bannit l'avatar du néant. Hylia choisit alors de se réincarner sous forme humaine afin de protéger plus efficacement le monde qu'elle avait créé. Donc Skyward Sword impose une séparation très nette entre les îles célestes de Célesbourg et le monde de la Terre. Une séparation matérialisée par une épaisse couche de nuages, donnant presque l'impression aux habitants que la Terre est totalement inhabitable. Et le jeu va s'autoriser également une réécriture sur l'origine de la tunique verte. Ocarina of Time avait installé l'idée que cette tenue provenait de la forêt Kokiri, portée par le premier héros et transmise à travers le temps. Mais Skyward Sword modifie cette lecture. Avant Link, d'autres ont porté la tunique verte et le premier sera le Link de Skyward Sword qui la reçoit via l'école des Célestriers. Une réécriture moins inspirée qui vient désolidifier ce qu'avait installé Ocarina of Time. Les Célestriers sont des oiseaux géants montés par les protecteurs de Célesbourg. Link possède un Célestrier rouge vif, une couleur qui rappelle immédiatement le bouclier hylien emblématique depuis Ocarina of Time. D'ailleurs, le bouclier hylien est bien présent dans Skyward Sword. Mais ici, la temporalité permet une justification différente, il s'agirait presque d'un artefact futuriste ramené dans le passé. Skyward Sword propose ainsi une nouvelle réécriture sur certains artefacts d'Hyrule. Par exemple, le plus évident, la Master Sword. Une des révélations majeures, elle n'est pas seulement une arme légendaire, elle est une entité consciente abritant un esprit nommé Fei. Fei qui va devenir le nouveau guide de cette aventure. L'épée ne se révèle pas immédiatement comme la Master Sword. Elle commence comme une arme presque banale dont la singularité réside uniquement dans la présence de Fei. Une lecture très intéressante qui va d'ailleurs faire écho plus tard aux antagonistes du jeu, mais on y reviendra. Lors d'un vol en Célestrier, Zelda est emportée par une tornade et chute à travers la couche de nuages. C'est à ce moment que Link est appelé par Fei, obtient la première stèle et ouvre un passage entre les cieux et la terre. Donc sa quête commence réellement. Retrouver Zelda, réunir les stèles et déployer la carte du monde. Mais très vite, Link comprend que tous les récits qu'il entendait enfant deviennent bien plus complexes. Skyward Sword va énormément jouer avec la temporalité. On y retrouve un équivalent du miroir des ombres à travers des portails temporels permettant de voyager dans le temps. Et le désert de l'Anel en est l'exemple le plus marquant. Grâce au géolithe, Link peut restaurer l'état du désert tel qu'il l'était 100 ans auparavant. La couleur de ces artefacts rappelle fortement celle de l'Ocarina du Temps, alimentant de nombreuses théories. Et lorsque Link descend sur Terre, le jeu crée une véritable empathie. Le joueur découvre le monde exactement au même rythme que le héros, et on découvre de nouvelles espèces comme les Tikwi ou les Mogma. On va d'ailleurs noter l'absence totale des auras, et également l'absence du village des Gorons, composé par la présence d'un Goron explorateur cherchant les secrets des Célestes. Mais Skyward Sword va souffrir d'un problème majeur, son monde est trop restreint. 3 grandes zones seulement constamment revisitées. Même après l'ouverture complète de la carte, une nouvelle quête débute, celle des 3 flammes destinées à révéler pleinement la Master Sword. Mais malheureusement, la quête de ces flammes nous renvoie toujours au même endroit. Cette répétition affaiblit considérablement l'impact narratif d'un jeu censé représenter la genèse d'une saga aussi vaste que Zelda. On a évoqué tout à l'heure les antagonismes, et laissez-moi vous parler de Ghirahim. Ghirahim se démarque, étant arrogant, élégant, dérangeant, il dégage une aura presque théâtrale. Il va se révéler plus tard être l'épée de l'avatar du néant, faisant de lui la némésis directe de Fei. Mais là encore, la narration va cruellement souffrir d'une certaine redondance.
L'avatar du néant est d'abord présenté comme une entité informe, gigantesque, évoluant progressivement. Mais sa révélation finale va poser question. Pourquoi cette forme initiale est si éloignée de sa véritable apparence humanoïde? Donc scénaristiquement l'idée pourrait fonctionner, mais ça reste quand même assez maladroit. C'est cependant à ce moment que le jeu révèle un élément fondamental, l'origine de Ganondorf. L'avatar du néant maudit le monde, promettant de revenir sans cesse à travers un homme Gerudo, Ganondorf. Face à cela, Ilia a fait le même choix. Perpétuer son pouvoir à travers la lignée royale de Zelda et celui du héros à travers des élus successifs. Et cette fois-ci, le jeu propose une interaction plus explicite entre Link et Zelda qui en devient presque une romance, un love interest. Mais à l'inverse, la relation entre Link et Fei est étonnamment distante. On ne sent pas réellement de véritable complicité, ce qui est pourtant propice entre le guide et le héros habituellement dans Zelda. On ne ressent pas de lien affectif fort, la relation entre Link et Fei est sans doute l'une des plus déroutantes de toute la saga. Et c'est précisément parce qu'elle est volontairement froide. Contrairement à Navi, Taya ou Midona, Fei ne choisit pas Link. Elle ne le reconnaît pas comme un individu. Elle ne le considère jamais comme un égal, ni même comme un partenaire. Fei est en réalité en mission permanente. Elle n'est pas un guide attaché à un héros, elle est l'âme de la Master Sword, une entité créée pour accomplir une fonction unique et immuable à travers les âges. Sa froideur n'est donc pas un manque d'écriture, c'est le reflet direct de sa nature. Pour Fei, Link n'est pas spécial, il est temporaire. Elle sait qu'elle survivra à ce héros, qu'elle survivra au suivant et à tous ceux qui viendront après. Link n'est seulement qu'un vecteur, un porteur, un passage nécessaire. Mais jamais une finalité. C'est pour cela qu'elle ne développe aucune forme d'attachement, elle n'en a ni le besoin ni même le droit. Fei sait qu'elle est enfermée dans un cycle éternel. Celui du retour du mal, celui de la renaissance du héros et celui de sa propre veille silencieuse. Elle sait qu'une fois sa mission accomplie, elle retournera dans la Master Sword, qu'elle sera scellée dans le temple du temps et qu'elle attendra encore un nouvel élu. Un nouveau Link, une nouvelle itération. Et c'est là un point fondamental. Fei fait le choix conscient de ne jamais se révéler aux autres héros. Elle sait que s'attacher serait une erreur, une faiblesse. C'est d'ailleurs pour cela que dans toutes les autres aventures, Fei ne se révèle jamais à Link. Contrairement à Midona qui évolue, apprend, souffre et change, Fei ne peut pas changer. Elle n'a pas d'arc émotionnel parce qu'elle n'est pas censée en avoir. Car là où Link vit cette aventure comme une épreuve fondatrice, Fei le vit comme une occurrence parmi tant d'autres. Link grandit, il aime, il doute, mais Fei, elle, calcule, observe et anticipe. Elle sait que le héros est mortel, que ses émotions sont passagères et que son existence s'effacera. Et pourtant c'est cette froideur qui permet au cycle de continuer. Car Fei incarne une vérité que Skyward Sword assume pleinement. Le héros n'est pas éternel, mais le mythe, lui, il l'est. D'ailleurs, lorsque Fei fait ses adieux et retourne dans la Master Sword, ce n'est pas une séparation tragique, c'est un retour à l'ordre naturel des choses. Elle ne disparaît pas, elle attend dans le temple du temps, dans le silence, prête à recommencer. Donc pour toutes ces raisons, Skyward Sword est une aventure un peu paradoxale. Il devait être un renouveau, une origine absolue et une célébration. Et il se révèle pourtant être l'un des opus les moins puissants narrativement parlant. Son monde manque de richesse, ses espèces emblématiques sont absentes et sa structure répétitive affaiblit son récit. Là où Ocarina of Time avait réussi à poser les fondations d'un mythe, Skyward Sword tente de les expliquer, mais comme je le disais plus tôt, maladroitement, au risque malheureusement de leur faire perdre une part de leur magie. Peut-être aurait-il dû être autre chose, une continuité différente, voire un récit moins définitif. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.